Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire du Forum de la presse du studio Kalangu. Cette semaine, les sujets qui ont dominé l'actualité s'articulent autour de la signature le 29 novembre 2021 de la Convention collective de la presse après près de 10 ans de processus. Ensuite, nous évoquerons le remaniement technique du gouvernement par le président de la République, chef de l'État Bazoum Mohamed, le lundi dernier. Deux personnalités font leur entrée au gouvernement, au ministère de la Justice et de la Fonction publique, et 4 membres du gouvernement changent de portefeuille, dont celui du ministère de l'Intérieur. Également dans ce forum, nous parlerons de la manifestation organisée le samedi 27 novembre dernier dans la commune rurale de Terra par des jeunes contre le passage d'un convoi de l'armée française en provenance du Burkina Faso et à destination à Gao au Mali. Et pour finir, nous allons parler de la 12e édition du Salon international de l'artisanat pour la femme SAFEM qui se déroule du 26 novembre au 5 décembre prochain. Pour commenter et analyser tous ces faits, nous avons le plaisir de recevoir dans ce studio Ousseini Issa, journaliste. Bonsoir Ousseini. Bonsoir. Arimi Abakari, journaliste à la radio alternative. Bonsoir Arimi. Bonsoir Fatih. Et Maimouna Diado, journaliste indépendante. Bonsoir Maimouna. Bonsoir. À la modération, je suis Fatih Zakari. La convention collective de la presse vient de franchir une étape importante de sa mise en œuvre à travers la signature le lundi 29 novembre 2021. Ce qu'on pourrait donc qualifier d'une avancée significative vers l'amélioration des conditions socio-professionnelles de vie et de travail. C'était en présence du ministre de l'Emploi, du Travail et de la Protection sociale et des représentants des médias publics et privés. Maimouna Diado, la signature de la convention collective tant attendue par les hommes de médias et s'est finalement concrétisée. En tant que journaliste, comment avez-vous accueilli cette nouvelle? Fatih, merci. Donc, en tant que journaliste, je ne peux que me réjouir de cette signature de la convention collective qui a tellement qui a tellement cheminé à travers plusieurs ministres de la communication d'antan et qui a été finalement signé par le ministère de l'Emploi, le ministre actuel de la Communication et les autres partenaires. Mais ce que je déplore, c'est également l'absence des autres partenaires. Quand je dis des autres partenaires, le patronat qui a refusé. Il y a ANEPI, il y a une autre structure, l'AP, Artin, c'est le patronat, je suppose, et il y a une autre association. Donc, ce que je voudrais leur dire, en fait, c'est vrai, vous détenez vos entreprises, mais ça nécessite que vous signiez cette convention collective. Parce que toute entreprise qui ne peut pas fournir aujourd'hui la qualité de prestations est une entreprise vouée à l'échec. Donc ça veut dire que là, nous espérons, parce que jusque-là, il y a une confusion qui est là. Bien sûr. Si le ministre de l'Emploi a signé, les autres partenaires ont signé, mais si le patronat refuse de signer, mais c'est un autre problème. Parce que je me dis que nous travaillons pour ces patronats aussi. Ils sont libres de signer ou de ne pas signer. Mais maintenant, j'ai entendu également dans l'allocution prononcée par le ministre de la Communication qu'il donnait un an de délai, en tout cas pour aller vers la concrétisation de ce document. Donc, une façon de permettre à ces promoteurs qui ont refusé de signer d'aller se concerter, de discuter et de voir qu'est-ce qu'il faut faire entre partenaires et partenaires pour pouvoir améliorer les conditions et de ces patrons-là, leur entreprise, et également de l'autre côté. Ousseini Issa, en tant qu'homme de médias, comment avez-vous accueilli cette nouvelle?
Bon, je veux dire que c'est quelque part un pas en avant, comme l'a dit Memouna. Oui. Mais bon, c'est que un pas en avant, mais un pas sur place. Parce que vous savez, la convention collective des médias, ça d'abord concerne les médias privés. Ce n'est pas une affaire des médias publics. Les gens travaillent pour des promoteurs, c'est dans le domaine privé. Si les promoteurs du privé ont refusé de signer le document, ça veut dire qu'il n'y a pas véritablement d'avancée. Les 2 ministres qui ont signé le document, bon, ils l'ont fait parce que bon, ça ne les engage pas. Et de l'autre côté, les promoteurs, ce qu'ils disent, j'ai entendu dire qu'un moratoire d'1 an est accordé. C'est-à-dire que ce n'est pas immédiatement que ça entre en œuvre. Ça sera mis en œuvre, appliqué. Il y a un moratoire d'1 an. Mais je veux dire que, mais en temps, il y aura, les négociations vont se poursuivre sur un certain nombre de préoccupations, notamment l'accès à la publicité et tout et tout. Maintenant, tout va dépendre de comment, et puis le rehaussement du fonds d'aide à la presse, mais tout va dépendre de comment ça va se faire pour qu'on puisse aboutir à ces choses-là. Parce que l'argument derrière, ou du moins les arguments derrière lesquels les promoteurs se cachent généralement, c'est cette histoire de publicité-là à laquelle ils n'ont pas accès, n'est-ce pas? Mais également un peu le volume du fonds d'aide à la presse qui est pratiquement insignifiant pour des médias. Ils se sont agrippés là-dessus pendant des années, des décennies, je veux dire. Parce que c'est pas une décennie, ça fait pratiquement 2 décennies. Parce que c'est autour des années 2000 qu'on a commencé à travailler sur cette histoire de convention collective. Ce n'est pas la décennie 2010 que le travail a commencé. Bon, on va voir ce que ça va donner. Mais toujours est-il dit que bon, on est toujours au point de départ. D'accord, ça a été signé par des ministres. Mais ça vaut quoi la signature des ministres quand ceux qui doivent revoir leur façon de faire, ils n'ont pas signé. Mais je vais dire quelque part, c'est que c'est un mouvement d'ensemble. Dans un mouvement d'ensemble, il faut que tout le monde soit ensemble, n'est-ce pas? Bien sûr. Mais quand les gens ne sont pas ensemble, ça veut dire que même ceux qui ont signé, avec le temps, ce n'est pas évident qu'ils mettent en application, en tout cas qu'ils respectent ce qui est contenu comme disposition au niveau de cette convention collective-là. Voilà un peu la délicatesse de la chose. Armé Abachari, est-ce un ouf de soulagement pour les professionnels des médias nigériens? Non, il n'y a pas de ouf, il n'y a rien. Il n'y a rien en ce sens que c'est au mieux une ouverture vraiment de dialogue. Là, généralement, c'est difficile d'obtenir, oui, la signature des ministres. N'est-ce pas? Ils ont signé. Oui. Et maintenant, ils nous laissent avec nos patrons. C'est ce que ça veut dire. Oui. Mais le réalisme voudrait aussi que c'est une question de moyens. La presse, il faut, nous tous ici on sait, mais ce n'est certainement pas la conception et la perception des hommes du commun qui nous voient, on rentre chez nous, on sort, ils ne savent pas comment on se débrouille, sincèrement. Et ça, c'est parce qu'il n'y a pas de l'argent dans la presse, il faut se dire la vérité. Les radios, les télévisions, il y a un minimum de personnel que ça nécessite pour travailler. Et la convention, ça veut dire que désormais, chacun sera payé selon son expérience, selon son salaire, selon sa formation, selon. Et vraiment, je suis désolé pour une fois de défendre aussi les patrons. Oui, il y en a qui en abusent. Il y en a qui font passer leur gain personnel avant le gain du personnel, mais c'est en réalité pas suffisant. Une télévision, ça ne peut pas, par exemple, fonctionner avec moins de 30 personnes. Ça, c'est vraiment un minimum qu'on doit payer, parce qu'aujourd'hui, les journalistes, c'est tous des cadres A2, n'est-ce pas, de niveau licence, n'est-ce pas, et au-delà. Oui. Les plus jeunes sont même, c'est des masters qu'ils ont aujourd'hui. Donc, c'est tout simplement une ouverture de dialogue. J'espère que les confrères qui ont poussé vraiment jusqu'à ce qu'on franchisse cette étape-là vont se retourner vers les patrons, n'est-ce pas, qui ont aussi des organisations, ils sont bien organisés, ils savent défendre leurs droits, eh bien, vont poser le problème
qu'est-ce qu'on peut faire? Oui. Je reviens vers Maimouna. Et Maimouna, la signature de la convention collective donc s'est déroulée sans la participation donc de certains promoteurs des médias privés membres du réseau des radios et télévisions indépendantes du Niger, RTIN, et de l'association nigérienne des éditeurs de la presse indépendante et aussi l'APRTPN. Maimouna, est-ce que selon vous, l'absence de ces promoteurs à la signature est justifiée? L'absence de ces promoteurs à la signature est justifiée, Fatih. Parce qu'ils l'ont dit. Ils ont dit que voilà leurs conditions avant de signer. Et je pense que s'ils ont de l'autre côté, c'est qu'il n'y a même pas de sérieux dans cette affaire-là. Parce que nous avons vu le patronat, nous avons vu RTIN en train de vulgariser le document qui n'a pas été encore signé à l'intérieur du pays. Nous l'avons décrié. Mais ils ont effectué une mission à l'intérieur du pays. C'est ce que je suis en train de dire. Pour sensibiliser, vulgariser le document qui n'a même pas été encore signé. Et ici, je me rappelle très bien, rien que la semaine passée, on avait parlé de ça, où on avait dit que ce n'était pas nécessaire et puis c'est faux. Ça veut dire que tout simplement, ils ont peut-être que d'un côté, le ministère a promis de mettre ses patrons dans leurs droits. Et ensuite, ces patrons ont accepté d'aller sur le terrain pour se mêler donc, de cette histoire-là. Mais au finish, parce que c'est la veille, l'avant-veille de la signature, il y avait un communiqué qui est passé sur toutes les télévisions de RTIN, partenaire de RTIN. Donc, où ils disaient clairement qu'ils ne sont pas prêts à signer cette convention collective. Et la signature est intervenue 24 heures plus tard. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le ministre, les deux ministres, parce que le ministre, il y a Anguille sous roche. Le ministre de la Communication, d'un côté, il avait pensé que les promoteurs allaient jouer dans le sens d'apaiser les choses et d'aller vers la signature. Et de l'autre côté, c'est également pour entrer dans l'histoire. Parce qu'un document qui n'est pas prêt, où les deux parties ne sont pas prêts à signer cette convention collective, le ministre s'est engagé à signer la convention collective. On a vu avec les hommes de médias, les représentants des syndicats, et des médias privés. Et nous avons ce qui nous a également écœurés, c'est la presse publique. Est-ce que la presse publique a besoin de convention? Oui. Est-ce que, selon vous, la presse... C'est la fonction publique, et puis voilà. C'est ça. Oui. Nous, on pense que ça concerne plus les privés. Mais quand on voit le public, on voit le ministre de la Communication, on voit le ministre de l'Emploi, on se dit tout de suite que ça concerne seulement l'ORTN qui a imposé sa signature là-dessus. Alors que c'est pour le privé. Donc ça veut dire que vraiment ça reste, des deux côtés ils sont en train de jouer, de se jeter des pots de banane, et de l'autre côté c'est nous autres journalistes qui en pâtissent. Donc il faut que véritablement ils reviennent à la table de négociation pour pouvoir décanter cette situation avant les 1 an. Parce que 1 an, c'est d'ici demain. Voilà. Nous abordons donc la suite de notre émission sur un tout autre plan pour parler du remaniement ministériel de cette semaine. Le président de la République, Bazoum Mohamed, a procédé ce lundi à un remaniement technique du gouvernement en faisant donc entrer 2 nouvelles personnalités au ministère de la Justice et au ministère de la Fonction publique. Ainsi, 4 membres du gouvernement changent de portefeuille, dont le ministre de l'Intérieur. Alors, Ousseini Issa, quelle lecture faites-vous de ce remaniement technique du gouvernement? Est-ce que ce changement était prévisible? Qu'est-ce qui a motivé ce changement-là? Est-ce qu'ils ont dit ça? Remaniement technique. C'est une cuisine interne. On a changé peut-être, ça a circulé l'information selon laquelle le ministre de la Justice, c'est lui qui a déposé sa démission, des choses comme ça. N'est-ce pas? Ça a vérifié. On a tenté de le joindre. Il dit qu'il est en passation avec son remplaçant. Il n'aime pas s'exprimer là-dessus avant la fin de la passation. Alors, on a remanié. Les gens s'attendent à quoi? Que les choses bougent.
rien ne va bouger. Rien. Rien. Il faut remanier la gestion de l'État dans ce pays. On a nommé juste des gens ou que des gens ont désigné pour qu'ils aillent représenter au nom de leur parti politique. Ce dont ce pays a besoin, c'est le remaniement de la gestion. Revoir comment le pays est géré. Remaniement technique, on prend des bonhommes, on amène, on place quelque ceci, cela, dans des tractations souterraines et tout. Et on dit, non, ça va changer quoi? Est-ce que la gestion actuelle, là, quelque chose va changer dedans? Je te demande. Est-ce que quelque chose va changer dedans? Il n'y a rien qui va changer dedans. Ce pays-là va mal. Mais la transparence, la bonne gouvernance, tout ça, c'est ça, il faut tendre vers ça. Est-ce que les gens se soucient de ça? On a nommé quelques messieurs ou certains qu'on a amenés à des postes, ils ne connaissent rien dedans. N'est-ce pas? Non, je ne le dis pas, parce qu'il y a des postes véritablement, des portefeuilles ministériels très techniques, où si tu dois connaître rien du tout, tu dois normalement décliner, même si on te propose, tu dois décliner. Et il y en a qui sont partis s'asseoir dans des endroits où ils savent quoi. Arimi, alors, avez-vous eu vent donc, des raisons donc, de ce changement au sein du gouvernement? Non, il n'y a que le micro de la rue, n'est-ce pas, qui stipule. Parce qu'en fait, ils auraient dû motiver. Et vraiment, il n'y a pas de spéculation. Mais là, ils nous laissent libre cours pour interpréter, commenter ce que nous voyons. Vous vous rappelez, il y a quelques jours, le président du Faso a fait un discours tardivement parce qu'il était coincé par des événements à Kaya, n'est-ce pas, pour annoncer d'agir et au niveau du gouvernement et au niveau du leadership militaire. Mais moi, quand j'ai vu ça chez nous, j'ai dit, Bazoum a préféré ne pas parler et agir. Parce que c'est fait au lendemain de ce qui est arrivé aussi à Kaya, à Terra. Et qu'est-ce qui est arrivé à Terra? On a tiré sur des simples citoyens, plusieurs blessés, 18, 3 morts. Et je me suis dit que c'est peut-être en réaction de cela, par exemple, que le ministre de l'Intérieur a été amené au commerce, là où il n'aura plus le temps de faire ces choses-là. Mais bon, je suis sûr que s'il l'avait encore carrément dégagé du gouvernement, on allait comprendre ça de cette manière. Est-ce que c'est pour ça qu'on lui a changé le champ? Ça nous laisse libre cours à notre imagination. Ils n'ont pas vraiment motivé ce qu'ils ont dit. Et il n'y a pas eu de discours du président à la veille, ni du Premier ministre. Donc, on ne sait pas exactement qu'est-ce qui est recherché. Le cas du ministre de la Justice a été aussi soulevé, comme quoi il ne voulait pas se tremper dans certains... C'est ce que ça s'est dit, c'est ce que ça circule. Et sur les réseaux, et dans la rue, dans les fadas, c'est ce qui s'est dit. À part ça, vraiment, moi, je n'ai pas connaissance... que tu as vu, Hussein a essayé, ils ont essayé de joindre le ministre de la Justice, il dit qu'il est en passation. Et donc, c'est aussi ça le pays. Les gens, ils se taisent et veulent que les autres parlent à leur place. Non, si tu as démissionné, sors pour dire voilà pourquoi j'ai démissionné. C'est en ce moment seulement que tu fais avancer les choses. Maïmoune Diado, et pourquoi précisément le ministère de l'Intérieur et de la Justice est stratégique selon vous? Bon, je ne peux qu'aller avec ce que mes deux prédécesseurs ont dit, en fait. C'est qu'il faut changer, il faut remplacer parce qu'il faut remplacer. Parce que là, on voit plutôt la politique dedans. Au Niger, tout ce qu'on fait, il y a la politique dedans. L'intérêt national, on a comme l'impression que les gens s'en fichent complètement de l'intérêt national. Si vous pensez que c'est suite aux événements survenus à Terra qu'il fallait changer le ministre de l'Intérieur, mais le ministre de la Justice, lui, il a quoi dans tout ça? Le ministre de la fonction publique, il a quoi dans tout ça? Donc, ça veut dire qu'en fait, c'était déjà prévisible. Hein. Qu'on fasse les événements de Terra ou pas, peut-être qu'ils ont déjà l'intention de faire le remaniement technique. Maintenant, il faut utiliser cette occasion
pour mettre la population en doute, laisser spéculer, pour soi-disant dire que... Parce que c'est intervenu à 48 heures, moins de 112 heures de ce qui s'est passé à Terra. Donc, vous et moi, qui suivons l'actualité, mais on ne peut que comprendre que peut-être que c'est suite à ces événements, il fallait éjecter le ministre de l'Intérieur. Mais éjecter le ministre de l'Intérieur, si vous dites que le ministre de l'Intérieur doit être éjecté de son fauteuil, mais il doit impérativement ne même pas être quitter le gouvernement, automatiquement quitter le gouvernement. Mais là, on lui change de place. On l'amène alors au niveau du ministre du Commerce, ministère du Commerce. Bon, celui qui a géré le ministère de l'Intérieur, vous l'amenez au ministère du Commerce. Vous voulez qu'il gère quoi au ministère du Commerce? Parce que c'est aussi technique là-bas. Bien sûr. Est-ce que vous voyez? Donc ça veut dire que peut-être ce qui avait lieu de faire pour que les spéculations, c'est de sortir au grand jour par un message, dire que ça ne va pas, voilà les stratégies, voilà, pour calmer en fait la population, pour calmer les humeurs de la population. Ou carrément aller vers le remplacement de tous les ministres qui n'ont rien effectué depuis leur nomination à aujourd'hui. Il y a des ministres qui ne bougent pas, il y a des ministres on ne les voit même pas, on ne sait même pas ce qui se passe dans leur ministère. Si vous voulez enlever tous ces ministres, et on allait comprendre que vraiment c'est du travail qu'ils ont fait, qu'il faut que les choses bougent dans l'intérêt du pays. Oui, mais maintenant, est-ce qu'on a placé les gens les gens qu'il faut aux places qu'il faut? Au Niger, là, on ne place jamais les gens qu'il faut à la place qu'il faut. On ne place... Non, mais il faut se dire la vérité. On place, c'est selon les... Non, c'est selon les... Toi aussi, un ministre qu'on place, qui sait qu'il n'est pas capable de gérer, mais parce que tout simplement, il fait partie d'un parti politique influent, il faut qu'il vienne au niveau de ce poste stratégique. Mais comment est-ce que si on plaçait les gens qu'il fallait aux places qu'il faut, mais est-ce que le Niger n'allait pas avancer? On ne serait pas en retard. Mais là, nous sommes en retard parce que tout simplement, on prend des gens qui n'ont rien à faire, qui ne savent même pas c'est quoi. Le ministère même, ça fonctionne comment? C'est en fait des postes politiques. C'est des postes politiques. Et nous, on n'a pas besoin de postes politiques. On doit mettre tel ministre à sa place, parce qu'on suppose que tel ministre a telle formation, donc le ministre peut gérer le ministère. C'est ça en fait. Mais au Niger, ça ne se passe pas. C'est pas du tout ça, quoi. 3 jeunes ont trouvé la mort et 17 autres blessés, dont 10 graves, lors d'une manifestation organisée le samedi dernier par des jeunes de la commune urbaine de Terra, à l'ouest du pays, dans la région de Tillabéri. Ils se sont opposés au passage d'un convoi de l'armée française en provenance du Burkina et à destination à Gao au Mali. Le gouvernement nigérien, dans un communiqué le même jour, a annoncé que le convoi de la force française, escorté par la gendarmerie nationale, a été bloqué par des manifestants très violents. Il ajoute que dans cette tentative de se dégager, il a fait usage de la force. Il faut noter que cette actualité a débrayé la chronique toute cette semaine sur les réseaux sociaux et dans les médias nationaux et même internationaux. Hussein Issa, des balles réelles ont été tirées sur des jeunes manifestants. Comment expliquez-vous cette réaction des forces nigériennes ou françaises? D'abord, tu dis des jeunes très violents. Très violents. C'est ça que le communiqué dit. Oui. Ils étaient sur place. Des jeunes gens avaient des cailloux et des bâtons. On leur tire dessus. Comme du gibier. Le gouvernement se permet de dire des jeunes très violents. Très violents. Ça dit que c'est du mépris d'abord. Ce convoi-là a été immobilisé au Burkina Faso à Kaya pendant une semaine. Sur les réseaux sociaux, on a vu des images qui ont circulé montrant des gens en train d'ouvrir les conteneurs. N'est-ce pas? Oui, bien sûr. Dans le cas nigérien, ça n'a pas été ça. N'est-ce pas? Pendant toute la semaine,
ils n'ont pas tiré sur un seul jeune burkinabé. Les Français. N'est-ce pas? Parce que les gens, en tout cas de plus en plus de témoins tendent à avérer que c'est les Français qui ont tué. Nos gendarmes n'ont pas tiré. Les gendarmes n'ont pas tiré. Ici, ils sont en terre conquise. Ils peuvent se le permettre. N'est-ce pas? Parce qu'au Burkina, si ce drame-là survenait, ça allait tourner à autre chose. Mais ici, ils considèrent qu'ils peuvent se le permettre. Ils ont tiré, et maintenant, parce que tout simplement, j'ai entendu un député, ancien ministre, député qui parlait sur un média étranger pour dire que l'instruction, ils ont donné des instructions, il fallait dégager le passage. Dégager le passage suppose qu'il faut utiliser les moyens dont vous disposez pour pouvoir... Alors, ça veut dire qu'on peut tuer au Niger. Ceux qui disent qu'ils sont là pour nous aider, ils peuvent venir tuer des jeunes gens, des enfants, qu'on qualifie de très violents. 15 ans, 15 ans, 18 ans, 23 ans, 25 ans. Très violents. Et des gens vont aller verser des larmes de crocodile sur les blessés. Ils disent qu'ils ont tiré des tirs de sommation. On a fait venir des drones ou des avions qui ont avions qui ont survolé et qui ont versé du gaz sur les manifestants. Pourquoi l'ont-ils pas fait au Burkina Faso? Pourquoi c'est au Niger qu'ils peuvent se le permettre? Parce qu'ils ont l'aval des autorités au plus haut niveau. Au Burkina Faso, Marc Christian Kabouri a fait profil bas. C'est le préfet, c'est les maires, c'est eux qui sont allés négocier. Pacifiquement. Le convoi est retourné sur le Burkina, sur Ouaga, pour continuer et venir jusqu'à Terra. Et là, ils ont considéré qu'ils peuvent se mettre à Kanakde. Je ne sais pas si vous avez couvert le comité Tilaberi pour la paix et la sécurité. Ils ont clairement dit, les témoignages sont là. Ils ont vu comment ça s'est passé. Ils ont dit, ils ont fait des trucs de sommation. Les trucs de sommation en l'air. Les trucs de sommation, on fait ça en bas. Déjà, on dit, ils ont vu les Blancs en train de tirer. Il semble qu'il y a même failli avoir accrochage entre les Français et les gendarmes qui escortaient le convoi. Alors, qu'on vienne nous dire que non. Mais non. La vie humaine, là, il faut respecter. C'est sacré. Elle est sacrée. On ne peut pas venir ôter des vies humaines et puis continuer. C'est pour ça que j'ai dit l'arme de crocodile. Allez les voir, venir. Non. Dans d'autres pays, sous d'autres cieux, ces gens vont rendre gorge. Parce qu'on ne peut pas tuer impunément comme ça et puis on les laisse partir. On dit une enquête est ouverte pour identifier les auteurs, complices, co-auteurs et autres. Mais l'enquête là, ça va déboucher sur quoi? On se connaît. C'est de la diversion. Maintenant, il revient aux jeunes de se dire non, on ne peut plus continuer. Ces gens, d'abord, on accepte qu'ils viennent chez nous. Ils disent qu'ils sont là pour nous aider. Mais s'ils sont là pour maintenant tirer sur des gens sur qui ils ne devaient pas tirer, il faut qu'on arrête ça. Ça n'a pas de sens. Armia Bachari, pourquoi en étant arrivé là? Quel est donc l'objectif visé par les manifestants en barrant la route donc, au convoi de l'armée française? Écoutez, le sentiment anti-français au Sahel aujourd'hui, c'est une réalité. On a beau ne pas être anti-français, aujourd'hui c'est vraiment la vie, c'est la volonté de l'écrasante majorité, particulièrement des jeunes, que les Français vraiment ne sont pas les bienvenus dans nos pays. Et donc c'est ce qui s'est exprimé à Kaya et c'est ce qui s'est exprimé à Terra, mais aussi il y a quelque chose qu'on semble étouffer dans l'œuf, c'est aussi la réaction de la population de Dosso. Autrement dit, à Niamey aussi, il y aurait eu le même comportement. Je suis sûr que s'il y a la manifestation de dimanche, les gens vont sortir pour être pour montrer leur opposition à la présence de l'armée française dans notre pays. Et donc, nier ça, ne pas l'accepter, c'est contre
vraiment la volonté d'une bonne partie de la population. Et l'une des plus représentatives, la jeunesse. Vous avez vu dans les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est les images du passage de la colonne Voulé-Chanoine qui est revenue. C'est le sentiment. L'histoire, on ne peut pas l'effacer, malheureusement. Et c'est ce sentiment-là que les Nigériens ont, c'est ce que les Nigériens ont ressenti quand 3 de leurs et 18 sont tombés à Terra. Gratuitement. Si ils avaient clairement dit qu'ils sont venus nous conquérir, ok. Les gens, avec leur arc, comme ça a été du temps de nos grands-parents, avec leur arc, leur flash et tout, ils allaient sortir. Eux, ils ont leur tank, ils vont tirer sur les gens, ils vont prendre nos territoires. Mais on sait que les gens seraient tombés en défendant leur territoire. Mais là, ils sont sortis pour montrer leur mécontentement. N'est-ce pas? Face à des tanks, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'une pierre jetée par un enfant de 15 ans va faire? Pendant une semaine, je vous dis, ça a duré à Kaya, rien ne s'est passé. Et c'est le sentiment, c'est ce double sentiment. Un, on n'aime pas qu'il soit là. Deux, rien ne s'est passé à Kaya et chez nous en 24 heures, 3 morts, 18 blessés par arme, par balle réelle. Mais ce n'est pas supportable, sincèrement. Et je sais que si c'est au Burkina, il y en aurait des autorités qui vont sortir pour exprimer leur mécontentement et peut-être même présenter leurs excuses à la population. Ça n'a pas été le cas. Les gens ne font qu'effectuer les déplacements, on est allé les voir, on est allé voir les... Mais ce n'est pas suffisant, il y a eu mort d'hommes. La démocratie dont certains sont les plus grands profiteurs aujourd'hui, c'est 3 morts. Le 9 février 1990, il y a eu 3 morts. Et on a vu comment ce pays s'est embrasé. Donc c'est le même sentiment. Les gens peuvent ne pas avoir la même force aujourd'hui pour sortir et exprimer leur mécontentement. Mais je suis persuadé, une chose est sûre, c'est qu'aujourd'hui, aucun Nigérien du commun n'est content. Et ça, il faut que les gens tiennent compte. Sinon, ça fera du nombre de frustrations que les gens continuent à magasiner. Et quand les gens sortent pour des banalités, faire des casses, on s'étonne. Nous allons donner la parole Mais sincèrement. La parole à Maïmouna Diado. Maïmouna Diado, où se situe la responsabilité de ce qui est arrivé à Terra? La responsabilité, c'est à 2 niveaux. Vous avez vu déjà que tout le monde en parle. La responsabilité, c'est l'État. L'État d'abord. Parce que ceux qui ont tiré disent avoir reçu l'instruction de tirer. Donc ça veut dire que dans tout ce que nous faisons, aujourd'hui c'est l'État. Parce que l'État a le devoir de protéger sa population, qu'on le veuille ou non. Mais maintenant, moi parce que ça m'a beaucoup surpris de voir qu'il y a des drones ici, qu'il y a des avions de chasse, des hélicoptères. Mais quand c'est la population qui se fait tuer par d'autres terroristes, on ne voit jamais ça. Ça veut dire qu'on a la possibilité de faire sortir tout de suite les drones, tout de suite les hélicoptères pour aller en renfort. Mais quand c'est vraiment du côté des djihadistes, voilà. Donc moi je pense que en fait, au lieu de calmer les choses d'une autre manière, de mettre à discussion peut-être les chefs religieux de Terra, la population, les sages de Terra, pour peut-être amener ces manifestants à calmer les choses et peut-être trouver la solution pour que ce convoi continue ou rebrousse chemin pour revenir de ce côté en attendant de trouver une solution pour le cas de Terra. Mais ça ne s'est pas passé ainsi. On s'est permis de tirer dans le tas et ce sont des enfants qui sont tombés aujourd'hui. Et malheureusement, j'ai vu, rien que ce matin sur les réseaux sociaux, qu'on demandait l'évacuation d'un petit qui a reçu une balle de la tête. Et on demande aux bonnes volontés d'agir en faveur de ce petit, sinon il sera le 4e victime qui va succomber de ses blessures. Mais dans ce cas, ce n'est pas la population
Ce n'est pas les bonnes volontés. C'est l'État qui doit prendre en charge l'évacuation de ce petit. Ils sont pris en charge, ou bien mais c'est ceux qui se disent, mais dans ce cas, ils sont pris en charge au niveau de l'hôpital national. Mais comment est-ce que ça atterrit dans les réseaux sociaux où on demande les bonnes volontés pour pouvoir l'évacuer? Donc, ça veut dire qu'automatiquement, il devrait être évacué. On n'a pas besoin de demander à X ou Y de venir en aide à ce petit. C'est malheureux. Les événements qui se sont produits, on n'a jamais vu ça depuis 90, les manifestations de 9 février 90, où des balles réelles ont été tirées contre les manifestants. Donc si on doit continuer à faire peur aux populations, parce que tout simplement ces populations sont sorties, d'autres qui aspirent à sortir vont se dire, ah, c'est des balles réelles. Les gens là ont succombé sur des balles réelles, donc attention, il se pourrait que nous aussi, ça sera une sorte d'intimidation pour que la population ne puisse pas réagir. Et c'est dommage parce que les autorités devraient aussitôt sortir. Ça nécessite quand même un message à la nation. Ça nécessite un message à la nation pour calmer les choses. Mais toi, Maimouna, le message a été fait la veille. Il a dit, ils ont tout. Ils ont tout. Il est là pour soutenir les Français. La dernière partie du forum de la presse. On aurait pu régler ça avant même que le convoi n'arrive. La 12e édition du Salon international de l'artisanat pour la femme, SAFEM, se tient actuellement à Niamey avec pour thème entrepreneuriat féminin face à la pandémie de la COVID-19. Quelle stratégie pour le renforcement de la résilience de l'autonomisation de la femme artisane. L'objectif est de contribuer à renforcer la résilience des femmes artisanes grâce aux ressources tirées de la vente de leurs produits. À noter que cette semaine, la région phare de la foire, c'est Agadez et l'Algérie comme l'invité d'honneur. Tout d'abord, vous avez fait le tour au niveau de cette exposition vente? Non. Non. Moi aussi. Je ne suis pas allé. Non. Je ferai le tour avant la fin de non. Le 5. Je ne suis pas allé. Et pourquoi? Moi, vous voyez comment, par exemple, fonctionne le FESPACO. N'est-ce pas? Le FESPACO est devenu une institution aujourd'hui. Merci. C'est devenu une institution. Ici, c'est juste une rencontre périodique où des gens trouvent à manger dedans, n'est-ce pas? Tu connais Djalaji, dans la région de Dosso? Ouais, moi je connais. Dans la région de Dosso. Tu vas trouver des poteries, des femmes qui font beaucoup de choses, des choses comme ça. Alors, qu'on dise salon international de la femme, on voit des femmes se pavaner, avec des stands autour des stands et tout et tout. Moi, je dis, il faut qu'on soit sérieux. On doit pouvoir institutionnaliser ces choses-là. Et le salon, quand on parle de salon, c'est qu'il faut... Bon, le festival, du cinéma, le festival, le FESPACO, on ne peut pas dire que, bon, mais c'est devenu une institution. Parce que, bon, pour faire un film, ça prend des années, tout ça, ça peut prendre plus d'une année, souvent 2 ans, quand on a aussi les ressources. Hein. Ouais, bien sûr, alors, maintenant, ici, on peut créer des structures qui sont là, qui peuvent permettre de faire en sorte que même après la fin de l'activité, que ça puisse continuer. Mais ce n'est pas le cas. Ça a fini quand? Le 5. À partir du 5 là, les gens, chacun va payer. Chacun va payer ses produits pour rentrer chez lui. Bon, même s'il n'y a pas la clientèle potentielle. Mais alors, je vais donner la parole rapidement. Arimi, quel est l'apport de sa femme pour les femmes artisanes nigériennes? C'est devenu une foire pour vraiment des producteurs d'un certain niveau. Aujourd'hui, beaucoup de personnes attendent cette période-là pour s'acheter vraiment des habits rares, des bijoux, malheureusement, pas traditionnels, malheureusement. La place faite à la tradition, je ne la trouve pas suffisante. C'est le problème du FESPACO que tu viens de poser. C'est en amont qu'on prépare. Oui, c'est bien que des Sénégalaises, des Maliens viennent, mais on doit préparer notre
nos artisanes particulièrement à ça. Avec quoi? Avec une subvention de l'État. C'est-à-dire ce SAFEM passe, d'ici l'autre, on doit savoir la région phare, former des femmes à ça, leur donner des subventions pour faire des créations de qualité, de production de qualité de la région. Mais aussi, je vais parler pour nous-mêmes, le FESPACO, tu t'inscris en ligne. Quand tu pars, il y a moyen de rentrer partout et voir ce que tu fais. Il y a une cellule communication qui s'en occupe, n'est-ce pas? Des badges sont réservés aux gens. Ici, c'est quand tu sais qu'on te connaît, tu vois, on va te donner. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Quand c'est une institution, l'organisation doit être justement institutionnelle et la place vraiment à notre culture, la région phare aujourd'hui, Agadez. Tout le monde sait que depuis des centaines d'années, les femmes d'Agadez savent produire des choses. Mais la qualité, il faut l'améliorer pour que chacun qui vient de l'extérieur se l'arrache. Et que dorénavant, nous aussi, on peut dire, bon, on va commander à Agadez. Ah, si tu pars à Agadez, tu m'amènes tel objet. Ce n'est pas le cas. C'est devenu juste un marché pour les mieux organiser. Voilà. Maïmouna Diado, en ce temps de pandémie, quel pourrait être le plus du SAFEM à l'économie nationale? Pandémie. Oh. Que pourrait être un plus pour le SAFEM en période de pandémie? Moi, je me dis qu'il y ait pandémie ou pas pandémie, c'est à peu près la même chose. Hein? Oui. Ça veut dire que tout simplement, ce que moi je vois et ce que les femmes artisanes, on ne doit pas attendre le SAFEM pour pouvoir les valoriser. Ça veut dire que ces femmes doivent être soutenues quotidiennement, en permanence par une cellule et non sa femme. Parce qu'on a comme l'impression que sa femme, c'est des bureaux, des gens qui viennent et qui ils attendent la période propice pour pouvoir acheter les pagnes, faire les lancements, les cérémonies, et ça s'arrête là. J'aurais bien voulu que, en fait, au lieu que ça soit uniquement à Niamey que cette fête se passe, il faut délocaliser les choses. Aujourd'hui, on parle d'Agadez. J'aurais bien voulu que le SAFEM se transporte à Agadez. Il y a beaucoup de choses qu'on doit faire découvrir à ces étrangers qui viennent, à nous-mêmes qui sommes ici, à Niamey. Mais c'est une occasion de prendre ton bus et d'aller là-bas. Non seulement ça fait rentrer de l'argent pour le pays, ça fait rentrer de l'argent également pour l'institution, pour les artisans. Mais ici, on a comme l'impression, quand vous partez au stade, quand vous regardez, vous avez comme l'impression qu'il n'y a que les Sénégalaises, les Burkinabés, les Togolais. On n'arrive pas, en fait, on ne voit pas, en fait, les produits qui puissent intéresser nous autres qui sommes ici à Niamey, au Niger, voilà, parce qu'on se dit que c'est les mêmes produits. Je rappelle que le SAFEM a ouvert ses portes le 26 novembre et va se terminer le 5 décembre prochain, c'est-à-dire le dimanche. Nous sommes donc au terme du forum de la presse du studio Kalangu. Nous étions en compagnie de Aremi Abakari, journaliste à la radio alternative, Ousseini Issa, journaliste indépendant, et Maïmouna Diado, journaliste indépendante également. La présentation, c'est Fatih Zakaria. La réalisation, c'est Seynia Issaka et la technique, Mustafa Ayouba. Merci. Le programme continue sur le studio Kalangu et rendez-vous le samedi et dimanche dès 17h sur nos 46 radios partenaires pour suivre l'actu des jeunes et tous à la FADA. Et à partir de 18h15 le samedi, le forum en Hausa et le dimanche à la même heure, le forum en Germain. Merci, au revoir.